Bonjour à tous, bienvenue sur Aquitaine Online et Valire, le podcast. Bonjour. Bonjour, je vous entends. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, alors l'idée de l'interview, c'est centré sur la banquise, hein, et puis le pôle akinétique. Voilà, maintenant Cluster Naos, hein, justement, on a été renommé. Ah, Akinétique, c'était l'ancienne Aquitaine, c'était Archéo-Aquitain. Alors que d'accord, Naos, c'est Nouvelle-Aquitaine open source. Donc en fait, on s'inscrit dans une dynamique grand régionale. On prend acte de l'existence de la dynamique grand régionale et la mission qui nous a été confiée par le conseil régional, c'est bien d'aller travailler sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, donc de nous étendre de l'ancienne Aquitaine à la nouvelle. d'accord, très bien. Et comment est-ce que vous vivez, et puis les entreprises qui sont dans votre écosystème vivent à la fois la crise sanitaire et la crise économique. Alors, le numérique est en général épargné, voire même effectivement voit ses revenus exploser quand il est sur des domaines de facilitation des contacts, c'est-à-dire que le basculement en télétravail a pu booster l'activité d'un certain nombre d'acteurs. Dans notre filière, ceux qui font du matériel ont été pénalisés pour des questions d'approvisionnement, parce qu'il y a eu un arrêt des chaînes d'approvisionnement au début de l'année. Pour ce qui est des autres acteurs, ils continuent à travailler à peu près normalement. Et même au contraire, j'allais dire par rapport à notre écosystème, ça a permis la massification et la généralisation d'un certain nombre d'outils que l'on promeut, nous, au sein du cluster Naos, qu'on appelle les systèmes d'information locaux, c'est-à-dire un ensemble d'outils pour permettre le maintien de l'activité économique des entreprises sur la base d'outils souverains en ce qui concerne la gestion des données, efficaces et adaptés, basés sur des logiciels libres, en particulier la visioconférence ou d'autres outils de système d'information. La bureautique partagée, en particulier, on voit aussi beaucoup d'entreprises qui continuaient à travailler sur des anciens modèles où les gens s'échangeaient par mail des pauvres fichiers de traitement de texte ou de tableurs qui donc étaient obsolètes parce qu'il y avait deux personnes qui le manipulaient chacune dans leur coin. Donc ça a permis aussi la généralisation des outils de travail partagés autour des documents, de la bureautique, des flux d'informations et autres. Donc vous êtes devenu un support des entreprises dans ce cadre-là. Alors, il faut comprendre le rôle du cluster Naos. Le cluster Naos sert de support au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine au développement d'entreprises basées sur des modèles économiques dits libres, c'est-à-dire s'appuyant sur ce qu'on appelle des licences libres, qui sont en fait des licences dans lesquelles l'acteur économique s'engage à partager une partie de sa valeur en ouvrant le code source, en ouvrant les plans de conception du matériel, dans le but de recruter une communauté qui va l'aider à produire de la valeur. C'est-à-dire que les modèles libres sont des modèles qui sont basés sur une plus grande collaboration entre le producteur et d'autres usagers qui peuvent se retrouver en situation de contribuer et de produire. Par exemple, en fournissant des traductions des logiciels, en fournissant des nouvelles idées, en fournissant des adaptations. Et donc, le cluster Naos a comme vocation de favoriser l'entrepreneuriat basé sur ces modèles économiques. Et on est à la fois donc à travers un dispositif dont on parlera qui s'appelle la banquise, en situation de fournir de la formation entrepreneuriale, mais aussi on fournit des bonnes pratiques et donc on sert aussi de support pour des modèles de fonctionnement qui sont compatibles avec ces valeurs-là. Et en particulier, effectivement, on fournit un certain nombre d'outils. On a une forge logicielle qui héberge plus de 150 projets maintenant, donc de façon ouverte. On va mettre en place un réseau de discussion basé là aussi sur un outil sous licence libre qui s'appelle Mattermost pour créer des réseaux d'experts autour de ces technologies. Et vis-à-vis des entreprises qui ne sont justement pas des entreprises dans le monde du logiciel ou des technologies numériques, on propose un certain nombre d'outils pour accélérer leur transformation numérique. Là encore, en propageant nos valeurs, qui est que l'entreprise ne doit pas dépendre de logiciels ou de services fournis par des tiers, y compris ceux dits prétendument gratuits, mais qui vont monétiser la donnée et qui finalement posent un problème en termes de confidentialité des échanges, mais en fournissant des outils qui permettent donc à ces entreprises d'être maîtres de la gestion de leur flux d'informations. D'accord.
Donc, c'est un modèle très, très pensé pour effectivement développer une informatique qui rend les gens responsables, autonomes, qui peuvent évoluer par eux-mêmes. Et ce modèle-là, il a quelle importance dans l'économie française? Alors, c'est un modèle qui, donc, effectivement, au départ était confidentiel parce que très peu de gens, en particulier parmi les banquiers, les financeurs, comprenaient comment on pouvait faire de l'argent en ne conservant pas l'information sous un contrôle strict. Mais on a maintenant un certain nombre de réussites qui sont extrêmement importantes. Hein. Donc, à travers le dispositif La Banquise, ça fait maintenant 6 ans qu'on promeut des projets entrepreneuriaux qui sont devenus par la suite des TPE ou PME extrêmement florissantes. On peut penser à Équilibre, on peut penser à Mapotempo, on peut penser à NewMips. On a un certain nombre de réalisations qui montrent que clairement le modèle fonctionne. Ça, on en était convaincu, mais rien ne vaut l'exemple pour le prouver. Et au niveau national, tout ce qui est logiciel libre représente en France 5 milliards d'euros de CA annuel sur les entreprises pure player, avec un taux de croissance qui est aux alentours de 10%. Il a été à plus de 30% il y a quelques années, parce qu'effectivement, le marché était vraiment naissant. Là, le marché se consolide, mais on a encore une croissance qui est largement supérieure à la croissance du secteur des technologies de l'information en France et au niveau mondial. Donc clairement, les modèles libres séduisent de plus en plus les entreprises qui voient des avantages réels pour le maintien de leur souveraineté sur la gouvernance de leur système d'information. D'accord. Donc, ça veut dire que les informaticiens des grandes entreprises ou des moyennes entreprises connaissent de mieux en mieux cette formule du logiciel libre. Tout à fait. Alors, on peut avoir des grands exemples. Par exemple, Peugeot, la Société Générale, pour ne citer qu'elles, sont deux entreprises qui ont décidé de basculer la quasi-totalité de leur processus métier sur des infrastructures utilisant des briques libres, justement en prenant acte des gains de productivité que ces modèles pouvaient leur apporter. Donc, clairement, on ne séduit pas que le milieu de l'IT. On a des gens qui sont des grands industriels qui considèrent qu'effectivement, ils ont un intérêt à utiliser ces technologies. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a une prise de conscience du management général, mais on voit dans un certain nombre d'entreprises, c'est ce qui nous est rapporté au niveau du terreau régional, que les entreprises peinent à recruter des informaticiens si elles ne pivotent pas vers ce modèle-là. C'est-à-dire que les informaticiens disent, moi, je ne veux pas, dans mon coin, redévelopper la roue. On sera beaucoup plus efficace si on utilise des briques libres, si on réfléchit à comment les utiliser de façon pertinente au sein des entreprises. Et donc, on voit une poussée par le bas de la pénétration de ces modèles qui force un peu les dirigeants à réorienter leur stratégie en se disant, si je ne le fais pas, je vais perdre mes talents qui vont aller ailleurs. D'accord. Donc, les jeunes informaticiens ont été formés dans ce sens. En tout cas, ont été un peu fans de cette démarche-là. Oui, alors pour le dire justement, et ça c'est une vraie richesse de la région, d'abord Ancienne-Aquitaine et puis Nouvelle-Aquitaine. D'abord, il y a eu un soutien très très fort du conseil régional autour de la filière logiciel libre, et on voit en particulier que le soutien des modèles économiques libres fait partie de la feuille de route actuelle du conseil régional. Donc il y a une prise de conscience par le conseil régional de la nécessité d'apporter l'efficacité de ce modèle aux entreprises qu'elles cherchent à promouvoir et dont elles cherchent à encourager le développement. Et nous-mêmes, donc, au niveau, alors je parle en tant qu'enseignant ici à l'Université de Bordeaux, on base énormément de nos enseignements sur du logiciel libre parce qu'il y a un avantage énorme à ce que les étudiants puissent aller regarder le code, puissent aller contribuer, puissent se frotter à la réalité. Et on a, j'allais dire, mis un point d'orgue à cela en ayant une licence professionnelle qui est aussi spécifiquement dédiée à la compréhension de ces modèles et au fait que les étudiants s'insèrent dans des projets logiciels libres existants, apprennent à contribuer, ce qui n'est pas évident, parce qu'au départ, on arrive, on dit bonjour, et puis les gens disent bah, fais tes preuves. Donc, c'est parfois une entrée un peu délicate, un peu difficile, mais justement, on cherche à former nos étudiants aussi à l'université à ces modèles-là, parce qu'on considère que ce travail collaboratif, c'est la clé de la réussite. Pourquoi? Je vais développer rapidement. C'est que dans le monde numérique, on est soumis à des modèles économiques qui sont radicalement différents des modèles de l'industrie manufacturielle traditionnelle.
quand on est dans le monde manufacturier traditionnel, on est dans ce qu'on appelle l'économie des biens rivaux, c'est-à-dire qu'en gros, un bien, on est en rivalité pour le consommer. Si j'ai un sandwich, vous ne l'avez pas, si je vous le donne, je ne l'ai plus. Et donc, chaque unité d'un bien coûte à produire. Dans le monde numérique, c'est le monde des biens immatériels, ce sont des biens qui sont non rivaux. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vous donne pas une idée, je vous copie une idée. On donne sans s'appauvrir. Et de fait, quelqu'un qui, par exemple, contribue une fois à un logiciel libre ou à un bien commun numérique, on peut penser à la Wikipédia, fait en sorte que cet effort d'investissement bénéficie à tout le monde. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus intérêt à ce que plein de gens s'associent pour créer quelque chose, parce que la part de coût affectée à chacun va diminuer en proportion du nombre de personnes qui contribuent. Et donc, dans les modèles économiques libres, et ça aussi c'est le travail qu'on fait au niveau de la banquise dans le cluster Naos, c'est qu'on apprend aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, à construire et à nourrir une communauté de façon à ce que leur efficacité économique soit multipliée par la taille de cette communauté, et donc ils arrivent très rapidement à dominer leur marché par rapport à des logiciels concurrents, en particulier ceux qui seraient sous des modèles de licence fermée. Ça préfigure un nouveau modèle de société, ça. Alors oui et non, parce que à la fois, effectivement, le logiciel libre est basé sur des considérations qui relèvent parfois de l'éthique, sur le partage de la connaissance, mais c'est aussi un modèle qui est extrêmement concurrentiel, parce qu'effectivement, dès le moment où on ouvre son patrimoine logiciel, on se met en situation de pouvoir fournir des outils à ceux qui voudraient faire la même chose, et donc il faut pivoter. Alors c'est un modèle donc très très concurrentiel, hein, c'est presque j'allais dire de la compétition débridée, du darwinisme à l'état pur. Mais justement, c'est là où on se rend compte que le modèle qui est pertinent, c'est celui qu'on appelle celui de la coopétition. C'est-à-dire que on a intérêt à s'allier très rapidement avec des gens qui vont certes peut-être être des concurrents à certains moments, mais globalement augmenteront la résilience de l'écosystème. L'exemple qu'on prend, c'est un peu comme celui des athlètes qui s'entraînent aux Jeux Olympiques. Si vous vous entraînez tout seul dans votre coin, eh ben, y a de fortes chances que vous ne soyez pas au niveau par rapport aux autres parce que vous ne savez pas vous évaluer par rapport aux autres. Si vous vous entraînez à plusieurs, éventuellement, vous pouvez donner vos secrets à d'autres, mais vous allez apprendre aussi les secrets des autres. Et globalement, vous augmentez votre chance de faire un podium. Et donc, typiquement, ces modèles de compétition, c'est des modèles d'écosystème, c'est des modèles de cluster, où effectivement, on se rend compte que la compétition exacerbée entre acteurs n'est pas le meilleur modèle de développement économique au niveau d'une société. Et je parle au niveau d'une société humaine. On voit que les activités économiques qui sont les plus résilientes, c'est celles où l'innovation est partagée, c'est celles où les prises de risques sont mutualisées entre différents acteurs. C'est l'exemple des clusters des lunetiers en Italie, c'est l'exemple des horlogers dans la région de Besançon. C'est des PME agiles, innovantes, qui vont parfois être en compétition pour certains marchés, mais qui collectivement vont s'apporter des idées, vont s'apporter un bassin de formation, un bassin d'emploi, un bassin de compétences, et seront donc beaucoup plus agiles et résilientes, et fourniront de l'emploi à haute valeur ajoutée sur l'ensemble d'un territoire. En créant une intelligence collective. Absolument. Absolument. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de libérer l'intelligence collective. Face à un modèle d'entreprise fermé et sclérosé, dans lequel il y a des gens qui savent et puis qui sont complètement coupés de leur marché, de leurs clients, qui sont potentiellement des gens qui peuvent leur apporter du bénéfice. D'accord. Et donc, il n'y a pas du tout de frontières, c'est complètement international, ou bien il y a quand même des frontières qui se créent dans des écosystèmes pas forcément fermés, mais quand même un peu protégés? Alors, il n'y a pas de frontières, puisque, j'allais dire, l'Internet est le nouvel empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Donc, les grands projets internationaux, si on pense au noyau Linux, si on pense à LibreOffice, si on pense à Firefox et autres, ce sont des développeurs de la terre entière qui y contribuent. Néanmoins, on va trouver des barrières d'adoption en fonction des systèmes juridiques ou culturels. Par exemple, un logiciel de comptabilité d'entreprise, bien évidemment, il sera soumis à la législation locale. Mais c'est ça qui va être intéressant avec les logiciels sous licence libre, c'est que des gens vont pouvoir adapter les logiciels et en faire une déclinaison pour leur écosystème local. Et donc, avec un coût minimal, on arrivera à augmenter la pénétration du logiciel et la pénétration des bienfaits du numérique dans des secteurs qui pourraient être ignorés
par des grands acteurs qui vont faire un logiciel à format unique et verrouillé. Et donc, l'intérêt des modèles libres, c'est la plasticité et la capacité à s'adapter à des écosystèmes très différents et à s'adapter aux contraintes locales de chaque écosystème. D'accord. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez me parler un peu des porteurs de projets et des projets? Donc des idées qu'ils ont, parce que c'est pas seulement le partage, il faut bien qu'il y ait aussi un Absolument. autre goût, des idées, des besoins. Alors, l'intérêt du cluster Naos, c'est justement qu'on va chercher des porteurs de projets qui ont des idées qui peuvent donc devenir florissantes avec ces modèles économiques libres. Hein. C'est notre spécialité. On est des spécialistes des modèles économiques libres. Et justement, parfois par rapport à des modèles traditionnels, ça perturbe les gens. Et donc, on est là pour les rassurer. On est là aussi pour leur apporter, parce qu'on a des générations d'entrepreneurs qui ont réussi un mentorat qui va leur permettre d'aller beaucoup plus rapidement vers des résultats. Donc, on capitalise nous aussi sur la richesse de notre écosystème. Et en tout état de cause, en termes de, j'allais dire, de produits qui sont fournis par ces entreprises, on ne se limite pas. Donc, on a des entreprises qui fournissent des produits extrêmement technologiques, que ce soit de la sécurité informatique, que ce soit des outils connectés très, très spécifiques à un secteur de marché. Mais on a des gens qui vont travailler dans des secteurs beaucoup plus larges, en particulier, dont j'ai cité quelques entreprises, mais Équilibre fait du système d'information pour les exploitations agricoles. Mapotempo fait de la gestion de tournée optimisée, donc ça peut servir à la livraison de repas dans les CCAS, ça peut servir à la logistique, ça peut servir à un certain nombre de corps de métier. On a des gens qui fournissent des services, je pense à Prof en Poche, qui fournit des services pour justement mettre en relation du soutien scolaire. On a vraiment de tout. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de l'écosystème, c'est-à-dire que dans une promotion d'entrepreneurs au niveau de la banquise, on a des gens qui peuvent avoir des visions très différentes, qui ont des apports, des trajectoires individuelles différentes. Et ça aussi, ça nourrit l'écosystème, ça nourrit les gens qui sont au sein d'une promotion et qui ensuite restent dans cet écosystème. Donc en termes de secteur, on ne s'interdit rien. D'accord. Vous auriez d'autres exemples qui intéresseraient un public large? Alors, j'allais dire, allez voir sur le site de la banquise les promotions passées et les entreprises qui sont dans notre annuaire. Ça vous donnera un exemple, effectivement, de ces acteurs. Mais c'est vraiment très, très vaste. NewMips, c'est des modèles rapides, des modèles agiles pour construire des applications. Donc là aussi, avec des gains de productivité pour les créateurs d'applications dans tout domaine. Voilà, c'est vraiment... on a des gens qui font du paratonnerre connecté. Vraiment, c'est assez ébouriffant. D'accord. Et comment les entreprises d'Aquitaine, toutes les entreprises peuvent s'adresser à vous? Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ça. La première, ça peut être des entreprises qui cherchent des produits ou des solutions. Et dans ce cas-là, on met en place des réseaux et des salons, en particulier le salon Beboost, donc, qui s'est déroulé en 2019 et va se dérouler en 2021, pour que justement des entreprises qui ont envie d'effectuer leur transformation numérique puissent trouver des acteurs de l'écosystème qui leur conviennent. Ensuite, deuxième catégorie, on a des entreprises qui veulent réfléchir à leur processus de transformation numérique interne et éventuellement passer sous des modèles d'innovation libre. Et là, ce qu'on fait, c'est une de nos missions, c'est qu'on discute avec elles, on fournit du conseil spécialisé, alors conseil amont, hein, mais on les aide, on les outille pour avancer dans leur réflexion stratégique de transformation de leur process métier. Donc vraiment, le conseil, c'est à plusieurs niveaux. C'est soit de la mise en relation avec des gens qui ont des produits, ça, c'est le salon professionnel et l'outil pour ça, soit effectivement, on discute avec elles de leur processus de transformation numérique, par rapport justement à la motivation de leurs équipes, à ouvrir l'innovation dans des conditions qui permettent la soutenabilité économique. Très bien. Tu aurais des questions à poser. Vous-même, il y a certainement des choses que j'ai oublié de vous demander. Non, alors juste, donc effectivement, un point important, donc le cluster Naos, c'est la maison commune dans laquelle effectivement s'effectuent ces réflexions et ces travaux. Et on a un programme spécifique donc, qui s'appelle La Banquise, qui est un programme de formation des entrepreneurs au modèle libre pour arriver jusqu'au business model, qui est en partenariat avec les structures d'incubation qui maillent l'intégralité du territoire. Parce qu'il y a un point qui est important,
c'est que dans la philosophie du livre, justement, le but, c'est de ne pas refaire ce qui existe déjà. Donc, nous, on a une spécificité qui est la connaissance profonde et fine des modèles économiques libres, et on apporte cette compétence sur les territoires. Donc, l'idée vraiment qu'on a derrière, c'est de dire, c'est pas si vous avez une bonne idée, allez à San Francisco, mais c'est si vous avez une bonne idée, restez là où vous l'avez eue, et vous aurez une qualité de vie meilleure. Et donc, vraiment, notre objectif, c'est de permettre le maintien d'emplois à haute valeur ajoutée et le développement de ces emplois sur l'ensemble du territoire régional. C'est un peu la question. Voilà. Pardon. C'est un peu la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire est-ce que effectivement vos porteurs de projets restent dans la région ou en France? Absolument, absolument. Oui. Dès le moment où ils ont accès au réseau numérique, ça c'est la vraie contrainte, c'est pour ça que le déploiement du haut débit à l'échelle régionale est un vrai enjeu pour justement éviter la déperdition dans les villes qui ne sont pas le centre métropole. Donc dès le moment où on a un accès numérique suffisant, les gens restent parce que leurs employés disent « mais j'ai une qualité de vie de rêve, en 5 minutes je suis chez moi, j'ai les enfants, j'ai la campagne ». J'ai un certain nombre d'exemples dans lesquels ça fonctionne très bien. Mais le point justement sur lequel je veux revenir, c'est qu'on est capable d'opérer sur l'ensemble des territoires grâce au soutien des structures existantes. C'est-à-dire que le programme La Banquise avait été co-construit avec Bordeaux Unitech, il a été déployé à l'Hélioparc à Pau, il a été déployé au CEI, au Futuroscope, il a été déployé à La Rochelle, il a été déployé à Mont-de-Marsan. Donc vraiment, on est totalement en phase avec notre principe du penser global, agir local, en ne refaisant pas ce que les autres savent faire. Et une des valeurs ajoutées du programme La Banquise, c'est que finalement, à travers ça, on a fait maintenant un appel à manifestation d'intérêt pour les porteurs de projets qui est grand régional, et les structures d'incubation vont échanger leurs formateurs. C'est-à-dire qu'avant, ces structures d'incubation pouvaient se sentir en compétition directe les unes par rapport aux autres. Ce qu'on montre, c'est qu'elles ont intérêt à collaborer, là aussi, en échangeant leurs expertises. Et on est très content, on est assez fiers nous-mêmes d'avoir été le canal par lequel ces gens sont ravis de se parler. Et au final, on fait des choses ensemble, en synergie, avec un effet, là aussi, extrêmement profitable, en majorité, justement, par le fait qu'on ne repaye pas ce qui existe déjà. C'est vraiment l'importance. On cherche les compétences là où elles sont, on les exploite de façon à ne pas repayer. Et c'est ce qui fait l'efficacité des modèles économiques libres. Ça ne sert à rien de payer quelqu'un dans une boîte à redévelopper pendant 6 mois quelque chose qui existe déjà sur étagère et qui peut être exploitable en respectant les conditions de sa licence libre. D'accord, c'est extrêmement intéressant. C'est vraiment de l'intelligence collective en acte. Hein. Et, très bien. Et alors, je réfléchissais l'attractivité du territoire en termes de rémunération. Les porteurs de projets arrivent à des résultats vraiment intéressants. Oui. En tout état de cause, alors, ce qui est très intéressant, c'est que depuis 20 ans, on voit maintenant que les personnes qui sont formées aux technologies libres sont maintenant rémunérées de façon plus élevée que les gens qui étaient formés traditionnellement au système sous licence privative. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte que les gens qui ont cette capacité de compréhension de comment s'insérer dans une communauté et d'en tirer parti sont effectivement mieux outillés et disposent de compétences qui sont aussi des compétences transversales en termes de capacité de collaboration qui sont valorisées par les entreprises. Parce qu'un point qui est important, c'est que beaucoup d'outils libres sont accessibles gratuitement. Mais si le calcul d'une entreprise est purement économique en disant « Ah ben c'est gratuit, je prends », elle fait un mauvais choix stratégique. Pourquoi? Parce que si vous prenez d'un écosystème libre sans reverser de la valeur dans cet écosystème, ce qui se fait dans les modèles traditionnels par le paiement d'une licence, alors votre choix devient de plus en plus mauvais parce que les concurrents pourront peut-être faire croître leur écosystème, alors que vous, votre écosystème, il va végéter parce que vous en tirez de la valeur sans faire croître l'écosystème à votre tour. Donc, aller faire le choix stratégique d'un produit libre, ce n'est pas un choix purement économique sur le ticket de caisse, c'est dire, je prends ce produit et j'investis une partie de temps des ETP de mes équipes dans la gouvernance du projet pour garantir que ce projet continuera à profiter à mon activité et en reversant, je pérennise mon développement. Parce que le pire par rapport à un projet libre, c'est de dire, je prends le projet libre, je fais mes bidouilles dans mon coin, parce que ce qui arrive, c'est que le projet libre, lui, évolue, et il faut dépenser de l'argent pour être sûr que sa bidouille, elle reste en cohérence avec les nouvelles versions du logiciel.
Alors que si vous êtes capable de reverser votre contribution dans ce qu'on appelle le tronc, c'est les autres qui vont maintenir votre développement logiciel. Et donc, vous aurez mutualisé votre investissement et vous garantissez que l'investissement que vous avez fait, vous le garderez tout le temps. Et donc, il y a un avantage économique à reverser dans un projet libre. Donc tout ça, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux chefs d'entreprise, aux dirigeants, en disant, le libre, ce n'est pas le gratuit. C'est un modèle d'efficacité économique dans lequel vous devez être proactif pour que votre investissement profite. Ce qui est normal, hein, je veux dire, c'est fondamental de l'économie. Si vous n'entretenez pas une maison, elle tombe en ruine. Si vous n'entretenez pas un champ, les mauvaises herbes s'y mettent. À chaque fois, c'est l'activité humaine qui fait la valeur d'un écosystème. Très, très bien. Marianne. Je pense qu'on a bien fait le tour de la question, là, non? Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Pareillement, voilà. Merci. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur les podcasts Aquitaine Online.